Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé ce samedi 24 juillet 2021 à Daloa à la remise de la première phase des travaux de rénovation du centre hospitalier régional en vue de rapprocher l'offre de soins des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, le TAC, les experts ivoiriens et burkinabés tiennent une rencontre sur 2 jours. Les travaux ont démarré ce samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière. On en parle dans cette édition avec Sidonie Davila, notre reporter. La culture du respect aux personnes plus âgées, cela s'enseigne avec rigueur dès le bas âge dans le cercle familial au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Notre reporter Eric Goré s'en est rendu compte au cours de son séjour dans ce pays. Nous suivrons ensemble son reportage sur le sujet. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le chef du gouvernement Patrick Achi a procédé ce samedi à la réouverture des services de santé concernés par la première phase de réhabilitation du CHR de Daloa. Il a ensuite procédé au lancement de la deuxième phase des travaux de rénovation de ce CHR. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Après l'hôpital général d'Adjamé, Patrick Achi est ce samedi à Daloa pour la réouverture des services de santé, fermés pour travaux depuis plusieurs mois. La maternité et ses 2 blocs opératoires font désormais peau neuve. La pédiatrie rénovée se voit équipée de couveuses et d'inhalateurs pour les nouveau-nés. La diabétologie et les laboratoires bénéficient aussi de matériel de pointe pour les examens d'hématologie et de biochimie. Cette rénovation d'envergure sonne la fin d'un calvaire pour les populations. Il n'était pas rare de voir 2 enfants sur le même lit, alors que certainement qu'ils n'ont pas les mêmes pathologies, vous voyez. C'était malheureusement nos réalités. L'hôpital était saturé quelquefois et on voyait des gens assis par terre. Si je sais que cette rénovation va permettre pour que le malade soit à l'aise avant d'être soigné. Toutes nos populations m'ont investi d'une importante mission qui consiste à vous demander de traduire au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le bosseur infatigable, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, leur profonde gratitude et leur infinie reconnaissance pour cette action d'une importance vitale. Ce n'est que la première phase des travaux, une deuxième est en vue, le tout pour un investissement de plus de 18 milliards de francs CFA. La deuxième phase de la réhabilitation concernera 12 autres services de spécialité que sont le cabinet dentaire, la cardiologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la dermatologie, la rhumatologie, la chirurgie, la médecine, la radiologie et les bâtiments des hospitalisations. À terme, le CHR de Daloa passera de 120 lits à 200 lits afin d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades, mais aussi offrir un meilleur cadre de travail au personnel de santé conforme aux normes. Le chef du gouvernement insiste alors sur le fait qu'il revient à présent au personnel soignant de faire sa part. Quand on a offert un tel plateau technique qui vous met dans des conditions de travail les meilleures, vous puissiez faire également votre part. Quelquefois, quand le malade arrive, il est déprimé, il est désespéré. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va visiter, il ne le voit même pas. Parce qu'il pense à sa maladie. Dans ces moments-là, c'est vous seul qu'il voit. Un simple sourire, un simple mot gentil de votre part, c'est plus que tous les médicaments que vous allez donner. Parce qu'il attend le réconfort, il attend l'attention, il attend l'apaisement, il attend l'espoir. Et veut chercher à lire dans vos yeux que sa maladie-là, il va guérir. La modernisation des structures sanitaires du pays entre dans la dynamique d'un vaste programme entrepris par le gouvernement depuis 2019. Il va coûter plus de 850 milliards de francs CFA. Voilà, et on reste à Daloa. Dans le cadre de cette visite qu'il a effectuée dans la ville, le chef du gouvernement, Patrick Achi, a procédé à l'ouverture officielle du guichet emploi de l'université Jean-Laurion-Guédé de la ville. Un guichet emploi pour faciliter l'insertion des étudiants dans le monde du travail. On retrouve Mahama Traoré.
Cette plaque dévoilée et ce ruban coupé par le Premier ministre ouvrent officiellement le guichet emploi de l'université Jean-Laurent Nonguédé de Daloa. Devant cette dizaine d'ordinateurs, il est désormais possible aux étudiants d'entreprendre des démarches de recherche d'emploi, rechercher et même postuler à certaines offres d'embauche proposées par les entreprises via l'agence Emploi Jeunes. Avant, pour les recherches d'emploi, on était obligé soit de se promener sur les sites tels que les réseaux sociaux, Facebook. Et si par chance nous tombons sur un site qui nous dit que nous avons tel nombre d'emplois disponibles, nous postulons. Et il arrive des moments où, lorsque nous tombons sur l'information, nous sommes déjà à la fin de l'offre. Et ça permet à plusieurs étudiants, ça fait que plusieurs étudiants n'arrivent pas à postuler à ces offres-là. Ce site nous permet de pouvoir avoir accès à plusieurs offres, plus fiables, c'est plus sûr, parce que là-bas, les offres sont un peu plus spécialisées dans telle spécialité et autres. Après l'ouverture du guichet emploi, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, s'est rendu en amphi pour échanger avec les étudiants sur la vision du gouvernement concernant l'insertion des demandeurs d'emploi. Tout ce programme, ce que le gouvernement fait, ce qu'on met en œuvre, c'est de faire en sorte que chaque fille et chaque fils, ici en Côte d'Ivoire, ait accès à une vie décente et à une vie digne, puisse avoir accès aux soins de santé, puisse avoir accès à l'éducation, puisse avoir accès au transport et à la mobilité, puisse avoir accès à l'emploi et puisse se rémunérer suffisamment pour se prendre en charge lui-même et sa famille et avoir une vie digne. Et je voudrais vous dire que votre avenir est entre vos mains. Et dites-vous que tout est possible, que vous pouvez avoir toutes les ambitions, que la seule limite aux rêves que vous avez, c'est vous-même et personne. Si vous avez foi en vous, si vous êtes discipliné, si vous êtes rigoureux, si vous êtes travailleur, le ciel est votre guide, rien d'autre. L'ouverture de guichet emploi de l'université de Daloa intervient après celle de Boaké. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes compte étendre cette initiative à 4 autres universités. Et on change de registre pour parler du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les experts ivoiriens et burkinabés tiennent une rencontre sur 2 jours. Les travaux ont démarré ce samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière. Les résultats de ces travaux conduits par des experts seront entérinés par les ministres et serviront à préparer la 9e conférence au sommet des chefs d'État du TAC qui se tient en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Cocody, Sofitel Hôtel Ivoire, début des travaux des experts. Première étape des activités préparatoires de la 9e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les experts ivoiriens et burkinabés, à l'ouverture des travaux, affichent leur ferme volonté de travailler avec rigueur pour une coopération fructueuse. Il vous souviendra qu'à l'issue des travaux de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation, il avait été fait le constat que l'objectif de l'exécution de l'ensemble des diligences dévolues à nos États n'était pas encore atteint, quand bien même des avancées notables ont été enregistrées dans la gestion commune des dites diligences. Tenant compte des résultats de cette évaluation, il nous faudra, dans le cadre de cette réunion statutaire des experts du TAC, proposer des recommandations et des stratégies pertinentes pouvant permettre de résorber les difficultés et les pesanteurs qui ralentissent encore les efforts de mise en œuvre de ces diligences. Au cours des travaux qui vont durer 2 jours, les experts des 2 pays vont se pencher sur les différentes préoccupations des 2 peuples. Les thématiques suivantes feront l'objet de nos travaux. On peut noter entre autres le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la question de l'énergie électrique et des hydrocarbures, la matérialisation des frontières, le transport aérien, l'éducation, la migration, le commerce et le transport. Les différentes recommandations de ces 2 jours d'échange seront portées au ministre des Affaires étrangères des 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Le TAC, qui consiste au renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notre reporter Éric Goré, au cours de son séjour au pays des hommes intègres, a été profondément marqué par la culture du respect des aînés qui s'y pratique. Il nous raconte que les règles de base du respect des aînés sont inculquées aux plus jeunes, et cela dès le bas âge dans le cercle familial, et que l'on y accorde une importance capitale. Suivons ensemble son reportage. En grandissant, tu trouves ton grand frère. Vous voyez ton papa. Toi, tu ne peux pas ne pas vous voyez ton papa. Tu ne peux pas dire tu à ton papa. Au Burkina Faso, le respect se transmet de génération en génération. Il est basé sur des valeurs traditionnelles. Ici, les enfants vous voient très souvent leurs parents, sans toutefois omettre des postures qu'ils prennent quand ils sont en face d'eux. Cette jeune fille est de père burkinabé et de mère ivoirienne. Toute son enfance s'est faite en Côte d'Ivoire avant de venir poursuivre ses études au Burkina Faso. C'est après le bac que je suis arrivée au Burkina ici. J'ai décidé de rentrer, venir connaître aussi la famille Bangré, puisque je ne connaissais pas véritablement ma famille d'ici. Donc ça n'a pas été facile dans les débuts. Puisque quitter un pays, un autre pays, vu les traditions d'ici, commence à baisser, saluer les autres. Abidjan, ici, c'est différent en fait, en manière d'éducation. Voilà. Donc c'est ici, j'ai appris d'autres valeurs. Ces valeurs sont enseignées dans la cellule familiale. Le respect des parents, des aînés et le respect mutuel sont imposés aux enfants. C'est inné, parce que depuis la nuit des temps, quand même, nous savons que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours respecté quand même cette hiérarchie-là. Voilà, de père en fils, ça, il va de soi. Si vous ne le faites pas, ça, il faut reconnaître que ce serait un élément, un enfant quand même qui ne serait pas du tout admis au niveau de la famille. Et on n'hésiterait pas à un moment donné, par désobéissance quand même, à vous bannir de la famille. Hein. C'est comme ça. Donc cette hiérarchie a été imposée depuis la nuit des temps. Les Mossés sont un peuple qui ont toujours vécu dans une société fortement hiérarchisée. Et cette hiérarchie fait que les Mossés, dans leur grand ensemble, sont fortement disciplinés par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'ordre. On n'apprend pas à l'enfant au Burkina Faso à contester. Voilà. Ça veut dire que quand le vieux parle, tu ne peux qu'écouter. Donc ce qui fait que voilà, c'est comme une formation. Voilà. Et ça ne fait que continuer voilà, ça, au niveau des grands frères, etc. etc. C'est une habitude de la société. Et c'est depuis le bas âge que les enfants reçoivent cette éducation de façon rigoureuse. Les enfants aussi, comment vous les formez? Les enfants, on le prend comme nous aussi, le parent nous prend. Ouais, donc maintenant, ils respectent leur papa. On l'apprend. Respecte celui qui te dépasse. Tu respectes tes grands frères. À maman aussi. À maman aussi, oui. À l'école aussi, on apprend. Surtout la maman inclut ça, le respect. La maman nous apprend à respecter nos aînés d'abord, même ceux qu'on ne connaît pas, et dans la famille aussi. Un tour au campus de Ouaga pour faire le constat. Des jeunes étudiants aperçus en plein échange avec le professeur à la fin des cours. Ceux qui ont été éduqués au village, en tout cas selon les conditions de l'Afrique, c'est des gens vraiment polis, très polis. Comment ça? Polis, respect. Par le comportement, par le langage, ils sont polis. Ils ne sont pas agressifs. Il y en a même qui ont tendance même à se croiser les bras pour saluer le professeur. L'éducation rigoureuse, une approche qui produit forcément de bons résultats. Ainsi, chacun connaît sa place dans la société burkinabé. C'est d'entrée de jeu qu'il faut cadrer les choses. Dès les premiers contacts avec les étudiants, il faut définir les règles de base, aussi bien dans la salle de classe qu'à l'extérieur. Une fois qu'on établit ces règles, je pense que tout se passe assez bien. Bon, vous avez eu à voir, entre-temps, quand vous êtes venus, que j'ai discuté avec eux. Parfois, on est, je vais dire, un peu, pas forcément maternel, mais en tout cas très proche d'eux. Par moments aussi, on sait garder de la distance pour qu'ils sachent qui est l'enseignant et puis qui est l'étudiant. Le respect au Burkina Faso est d'abord une valeur traditionnelle. Outre la cellule familiale, le burkinabé se distingue dans tout son entourage par le respect tout court. C'est notre base de vivre même cette éducation. Respect de la personne âgée,
l'amour de l'enfant. Et c'est ça notre base de vie. Donc ça fait que, bon, il y a moins de problèmes. Sur le plan social, le chef travaille avec le ministère de l'Action sociale. Il travaille aussi avec un peu les affaires juridiques, parce que ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut juger. Il y a des choses qu'on peut se réunir en famille pour essayer de résoudre. Le Burkina Faso, un pays qui se modernise avec les pieds dans la tradition. Un reportage signé Eric Goré. On continue de parler d'intégration africaine. Réunis au cours d'un séminaire à Grand-Bassam, une trentaine d'experts issus de plusieurs ministères et organisations internationales et sous-régionales ont adopté le plan stratégique de l'intégration 2021-2025, une initiative du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le document devrait permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son intégration dans l'économie mondiale par une coopération avec les pays voisins. Michel Digré. C'est une étape importante qui ouvre la voie à l'élaboration d'un projet de communication au Conseil des ministres pour l'adoption du programme stratégique de l'intégration par le gouvernement. Fruit d'un processus de réflexion inclusif entamé en juin 2016, le PSI a été validé après 2 jours de travaux par une trentaine d'experts. Le plan stratégique se décline en 3 axes principaux. Optimisation de la gouvernance nationale en matière d'intégration africaine, renforcement du rôle de la Côte d'Ivoire en matière de politique d'intégration africaine et de coopération régionale et contribution de l'intégration africaine au développement économique, social et durable de la Côte d'Ivoire. Le programme stratégique de l'intégration est un outil de gouvernance qui ambitionne de consolider la position de la Côte d'Ivoire en tant que levier de l'intégration politique, économique et socioculturelle dans la sous-région. Un partage d'expériences en matière de contrôle du mouvement des sources et substances radioactives entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Cela est désormais possible. L'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'ARSN de Côte d'Ivoire et la structure homologue de la République islamique de Mauritanie ont officialisé ce cadre de collaboration. La convention de partenariat a été signée à Abidjan, une collaboration qui bénéficie du soutien de l'Agence internationale d'énergie atomique. Walter Amadou Ouattara. Échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences scientifiques. C'est le but majeur de cette signature de convention officialisée à Abidjan entre l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, ARSN de Côte d'Ivoire, et l'autorité nationale jumelle de la République islamique de Mauritanie. Et pour développer en coopération bilatérale, envie notamment de contribuer plus efficacement au renforcement du contrôle des mouvements des sources radioactives et de la formation de nos personnels. Pour le professeur Alphonse Kadjo Kwame, président du Conseil de régulation de l'ARSN de Côte d'Ivoire, ce partenariat est un atout pour former conjointement le personnel des 2 structures. La convention qui couvre la période de 2021-2025 vise plusieurs objectifs spécifiques, parmi lesquels on peut citer la vérification des licences des pays d'origine dans le cas d'une licence d'exportation du pays d'origine de la matière de classe 7, des sources radioactives et la notification des mouvements des sources de catégorie 1 à 3 vers l'un ou l'autre des 2 pays. L'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA, a pris part à cette signature de convention à travers une visioconférence. L'AIEA approuve ce cadre fédérateur de la coopération entre l'ARSN Côte d'Ivoire et l'ARSN Mauritanie. En vue de travailler à une lutte efficace contre la corruption en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo, a échangé hier vendredi avec les ambassadeurs de France et du Canada. Les mécanismes et les appuis nécessaires à la promotion de la bonne gouvernance ont été passés en revue. Lanciné Bakayoko.
Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo a échangé avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Claude Demers se félicite de l'excellence des relations entre Yamoussoukro et Ottawa et engage le Canada à accompagner la Côte d'Ivoire. On se dirige vers des activités au terme desquelles le Canada pourrait partager certaines expertises que nous avons développées et mises en œuvre, par exemple, au sein de la fonction du vérificateur général au Canada, qui a un rôle d'audit des institutions gouvernementales, de même que des entreprises étatiques. Sur ces chantiers qui vont permettre d'assurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques, l'ambassadeur de la France en poste à Abidjan, Jean-Christophe Béliard, affiche la disponibilité de Paris. Voir comment la France peut soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Nous avons des fonds, notamment de l'AFD sur le C2D, le troisième C2D qui est en cours de négociation. Et nous envisageons une enveloppe sur ce thème. Des promesses bien accueillies par le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'une des idées fortes sur laquelle nous attendons un appui, c'est le développement d'outils pour pouvoir à terme développer, asseoir une culture d'intégrité au sein des entreprises publiques et parapubliques, au sein de l'administration. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire n'a cessé de renforcer son arsenal de lutte contre la corruption, avec notamment la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, la Cour des comptes ou encore la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et on ne le dira jamais assez, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19, la maladie est encore présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 24 juillet 2021 81 nouveaux cas de Covid-19 sur 3050 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 54 guéris et 0 décès. À la date du 24 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 49 554 cas confirmés, dont 48 778 personnes guéries, 324 décès et 452 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 765 030. Le 23 juillet, 6 650 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 925 083 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et on change de registre pour parler cette fois de cet acte de solidarité. Oui, c'est ainsi qu'il faut qualifier le geste du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Il a offert le mercredi dernier une villa de 46 millions de francs CFA à Jean Roche-Kwame et Boni 2009 à Modeste, commune de Grand Bassam. Ce dernier avait vu sa maison détruite le 9 février 2021 lors de d'une opération de démolition de l'entreprise de l'autoroute de Grand Bassam. Une convention a donc été signée entre l'Ebony 2009 et la société immobilière pour la circonstance. La maison sera disponible en 2023. Issa Chonoyeo. Le 9 février 2021, une quarantaine de maisons ont été démolies sur l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam. Au nombre de cette déguerpie se trouvait le journaliste Kwaku Kwame, connu sous le nom de plume de Jean Roche-Kwame. 5 mois après, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, permet au Super Ebony 2009 de retrouver le sourire. Une maison de 46 millions de francs CFA, à l'image de cette villa, lui est offerte. Je vais saisir l'occasion que vous m'offrez pour dire un grand merci à M. le ministre. Un grand merci au Premier ministre et un grand merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce moment de joie. Pour la construction de la maison, une convention est donc signée entre Jean Roche-Kwame et la société Chiavone Group Italia Construction. Donner la maison à un journaliste de Côte d'Ivoire, c'est un honneur. Pour moi, donner quelque chose à la personne, c'est un plaisir de corps. Ce n'est pas intéressant de les valeurs, c'est le geste pour nous que c'est important. Le maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, salue l'action posée en faveur de l'Ebony 2009 et plaide pour les autres victimes.
Le ministre Amadou Coulibaly précise que son geste ne consiste pas à réparer une injustice, mais plutôt un acte de générosité et de solidarité. Il indique que la démolition des maisons sur l'emprise de l'autoroute du Grand Bassam répond au respect de la loi afin d'éviter l'anarchie. Je voudrais ici saluer la solidarité et la fraternité de tout le monde de la presse. Au-delà de l'acte de solidarité, il y a également la récompense du mérite. Parce que, ne l'oublions pas, Jean Roch Kwame est super éboni. Éboni des ébonies, le meilleur des meilleurs. Il était donc important dans la poursuite de la politique du chef de l'État qui, au-delà donc, de la promotion de la solidarité à travers donc, son programme de gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire, a mis l'excellence au cœur de son action. Jean Roch Kwame rentrera en possession de sa maison clé en main en 2023. Et l'actualité politique en Côte d'Ivoire qui reste marquée par ces partiels concernant les sénatoriales. À suivre cette actualité dans un instant. Le candidat du RHDP pour cette élection sénatoriale partielle dans la région du Gontougou a procédé au lancement de sa campagne ce samedi 24 juillet dans la cour de la mairie de Bondoukou. Kosono Kwasi Ignace dit qu'il est le candidat idéal pour porter la voix de la région du Gontougou au Sénat. Herman Yamia. Kosono Kwasi Ignace est le candidat du RHDP pour cette élection sénatoriale partielle dans la région du Gontougou. Il dit être candidat pour mettre son expérience au service de la population. Je suis président du conseil régional du Gontougou. Je pense que ma carrière administrative, parce que je suis fonctionnaire, j'ai eu à pratiquer les collectivités territoriales. Or, le Sénat, c'est l'institution des collectivités. Je pense que ma présence dans cette institution permettra de la faire avancer et permettra de donner les problèmes que nous rencontrons dans les collectivités au niveau du Gontougou. Pour le lancement de sa campagne, il a eu le soutien du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Direction Paris, en France, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans de la communauté ivoirienne qui y vivent se sont rendus nombreux à la prière. Au cours de son sermon, l'imam a invité les fidèles musulmans à cultiver la paix et la cohésion sociale, seule vraie valeur de l'islam. Franck Quadio. La communauté musulmane, chapeautée par le Conseil national islamique de Paris en France, a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Kébir, prière qui a eu lieu le 10 du mois du Daou al-Hijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman après Waqfa Arafat ou la station sur le mont Arafat qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'était à Saint-Denis. À l'issue de la prière, l'imam Siaka Balo, dans son sermon, a exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, la solidarité, l'amour, la tolérance et la cohésion sociale étaient également au cœur de ce sermon. Les propos de l'imam, appuyés par Ali Touré, parrain du Conseil national islamique, et par le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama. Profitant de l'occasion, les diplomates ont demandé à la communauté musulmane de Paris de prier afin que disparaisse définitivement de nos pays la pandémie à coronavirus, la Covid-19. Et l'actualité, c'est également cette exposition photo pour immortaliser l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo et à Bouaké. Cette initiative du photographe du défunt chef du gouvernement a rencontré une adhésion massive des populations, au nombre desquelles des membres du gouvernement. Kader Sogodogo. Immortaliser l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à travers une exposition photo, 120 photos qui retracent la vie de l'homme, son attachement à la culture, son amour pour le travail bien fait et son engagement pour une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Son photographe personnel reste attaché à son patron. Donc j'ai gardé de lui quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien, qui travaille, qui aime bien le travail et qui a tout donné pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer.
Après Abidjan, Korogo et Bouaké ont reçu à leur tour cette exposition photo. Plusieurs regards et à la fin, tous sont unanimes. En voyant ces photos, je me dis qu'il n'est pas encore mort. Parce que la reconnaissance réveille et la reconnaissance encourage. Regardez, 1 heure avant son décès, Amadou Gon ne savait pas qu'il partirait de ce monde à l'autre. Mais il était à la tâche, auprès de son père, Alassane Ouattara, en train de travailler pour les Ivoiriens. Et ce monsieur, c'est une intégrité sans pareil, une fidélité hors pair. Je pense que par ces vernissages, le Gbeke et Bouaké viennent d'immortaliser l'immortel. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly est immortel. Des membres du gouvernement étaient à ce rendez-vous du souvenir. Sous son impulsion en 3 ans, Bouaké a vraiment senti l'action du gouvernement. Et je suis très heureux qu'on permette à nos populations de Bouaké, qui ont tant aimé Amadou Gon Coulibaly, donc de venir ici pour voir des photos sur son parcours. Amadou Gon Coulibaly a rendu son dernier souffle le 8 juillet 2020. L'histoire retiendra qu'il est parti à la tâche. Et on parle de sport à présent. Regardons ensemble aux Jeux Olympiques. La Zambie et la Chine ont réalisé un match nul spectaculaire. 4 buts partout. Dans l'autre match de la poule F, le Brésil et les Pays-Bas se sont neutralisés avec un score de 3 buts partout. Au judo, le japonais Naoshisa Takato permet au Japon de remporter sa première médaille d'or à ces JO. Au volleyball, l'équipe de France s'est inclinée en 3-7 devant les États-Unis. Le résumé avec Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Corrigé par les Pays-Bas 10-3 pour son entrée en liste des Jeux Olympiques de Tokyo, la sélection féminine de la Zambie s'est bien reprise ce samedi face à la Chine sur le score de 4 buts partout. Les Cooper Kings de la Zambie auraient même pu l'emporter, mais Nyang, auteur d'un quadruplé, a arraché l'égalisation sur pénalty à la 83e minute pour la sélection asiatique. Côté zambien, c'est encore Barbara Banda qui se distingue. Après son triplé face aux Néerlandaises, l'attaquante du Shanghai, Shangli, en Chine, a encore inscrit 3 buts à la 42e, 47e et 69e minute. Aucune joueuse n'avait jamais réussi cette performance dans l'histoire des JO. Grâce à ce point, les Zambiennes peuvent encore rêver d'une qualification en quart de finale, mais il faudra pour cela réaliser un exploit mardi face au Brésil. Au judo, le Japon décroche sa première médaille d'or des 32e Jeux Olympiques ce samedi. Le judoka Naohisa Takato a battu en finale de la catégorie des moins de 60 kg le Taïwanais Nyung Yang. C'est le Golden Score qu'il est venu à bout de Nyung Yang suite à un combat âprement disputé. Au volleyball, les Bleus ratent leur début dans la compétition. Battus en 3-7 par les États-Unis, dépassés, ils ne parviennent pas à bousculer les Américains parfaitement organisés. Le sursaut est attendu face à la Tunisie lundi prochain pour leur deuxième sortie dans cette phase de poule. Voilà, et puis première médaille pour le continent africain dans ces Jeux Olympiques de Tokyo à 19 ans à peine. Le Tunisien est vice-champion olympique. Le taekwondoïste Mohamed Khalil Gendoubi s'est incliné de peu en finale des moins de 58 kilos ce samedi contre l'Italien Vito Deldalkila. Il est médaillé d'argent, ce qui n'était plus arrivé à un athlète tunisien au JO depuis presque 50 ans. Et dans l'actualité internationale en Inde, au moins 76 personnes ont été tuées lors des intempéries qui ont touché l'ouest du pays à Bombay, la capitale. Au moins 59 personnes sont portées disparues. Des marées à fort coefficient et des libérations de forts volumes d'eau de barrages sous pression ont également été enregistrées. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h dans le cadre du Dimanche Magazine. Dieu garde la Côte d'Ivoire.